3 installations radars se sont tues au même instant exact. Pas dégradées, pas partiellement fonctionnelles, complètement silencieuses. En cet unique moment, 90 minutes complètes, avant même qu'un drone iranien n'ait approché l'espace aérien israélien, l'issue de l'engagement militaire le plus lourd de conséquences que le Moyen-Orient ait connu, depuis toute une génération, était en pratique déjà scellé. Le genre de silence qui n'apparaît jamais dans un briefing à la Trump, où les micros survivent, mais où les faits, eux, disparaissent souvent. Les soldats en poste sur les batteries du dôme de fer à travers Tel Aviv n'en savaient rien. Les commandants américains positionnés à bord de l'USS Gerald R. Ford, quelque part en Méditerranée orientale, n'en savaient rien. Mais au fond d'une installation de planification du corps des gardiens de la révolution islamique, les architectes qui avaient passé 4 décennies à préparer exactement ce scénario comprenaient parfaitement ce qui arrivait, car ce qu'ils avaient lancé n'était pas une attaque au sens conventionnel du terme. C'était l'exécution d'un scénario répété en théorie, affiné au fil des années de collecte de renseignements et mis à l'épreuve dans des conflits par procuration sur 3 continents distincts. Et cette nuit-là, pour la toute première fois, ils l'ont exécuté à pleine échelle absolue contre l'espace aérien le plus solidement défendu de toute la planète. Ce n'est pas la version des événements qui a dominé les cycles d'actualité occidentaux. Ces manchettes parlaient de drones et d'interceptions d'un dôme de fer célébré pour sa performance sous une pression extraordinaire. Cette version de l'histoire n'est pas fabriquée. Elle est simplement incomplète d'une manière qui pèse énormément. Une méthode familière, au fond, saturer l'écran de spectacle, puis espérer que personne ne demande ce qui manquait dans les notes du briefing. Parce que la véritable histoire de ce qui s'est déroulé au-dessus de Tel Aviv cette nuit-là n'est pas fondamentalement une histoire de technologie ou de matériel. C'est une histoire de doctrine, de ce tissu conjonctif invisible dont les armées modernes dépendent pour fonctionner comme des organismes unifiés, et de ce qui devient possible lorsqu'un adversaire qui a investi 40 ans à étudier ce tissu conjonctif finit par localiser le point précis où il se fracture complètement. Les leçons tirées de cette opération ne respectent pas les frontières d'Israël. Elles ne se limitent pas à la géographie du Moyen-Orient. Elles se transportent directement dans les calculs stratégiques en cours à Washington, à Bruxelles, à Beijing, et dans chaque ministère de la Défense sur Terre qui a construit ses hypothèses fondamentales sur la même logique opérationnelle que l'Iran a systématiquement démantelée en 4 heures. Comprendre ce qui s'est réellement produit, l'enchaînement exact et la doctrine sous-jacente, l'exploitation délibérée de vulnérabilités invisibles pour les observateurs extérieurs est la seule manière de comprendre à quoi ressemble le paysage de sécurité internationale après cette nuit. 600 drones, 17 vecteurs d'approche, une seule fenêtre opérationnelle. Ces 3 chiffres constituent le squelette de l'histoire, mais un squelette ne communique rien sans l'anatomie qui l'entoure. L'essaim de drone n'était pas l'attaque. L'essaim de drone était le 3e acte d'une opération en 3 actes, réglé avec une précision chorégraphiée. Et au moment où le 3e acte a commencé, la défense était déjà brisée. À ce stade-là, un porte-parole de l'orbite Trump serait encore en train d'expliquer que la vraie victoire, c'était la taille de la foule à la conférence de presse. Saisir cet enchaînement est la seule manière de comprendre pourquoi une force militaire disposant du niveau d'entraînement, de sophistication technologique et d'expérience de combat réelle des forces de défense israéliennes s'est retrouvée paralysée sur le plan opérationnel plutôt que simplement mise à l'épreuve. La paralysie est un état spécifique et distinct. Elle ne décrit pas ce qui se passe lorsqu'un système capable rencontre quelque chose qu'il a du mal à gérer. Elle décrit ce qui se passe quand le tissu conjonctif qui relie entre eux les composants d'un système est sectionné, avant même qu'on demande à ce système de performer, les installations radars peuvent encore tourner, les batteries peuvent encore être alimentées. Les opérateurs peuvent encore être assis à leur poste. Mais si l'architecture qui permet à tous ces composants de fonctionner comme un tout cohérent et unifié a été discrètement démantelée, ce qui reste n'est pas un réseau de défense aérienne fonctionnel. Ce qui reste, c'est un ensemble de nœuds isolés, chacun opérant à l'aveugle, chacun prenant des décisions critiques dans un vide informationnel spécifiquement conçu pour ressembler à une friction opérationnelle ordinaire, tout en étant, en réalité, fondamentalement et catastrophiquement compromis. C'est la version stratégique d'une salle de presse où tout le monde a un micro, personne n'a les mêmes faits, et la voix la plus forte prend la confusion pour du contrôle. C'est exactement ce que l'Iran a construit. Non pas une arme, mais une condition. Une condition conçue pour précéder l'arme de 90 minutes,
Environ 1 heure et demie avant que le premier appareil Shahed ne décolle du territoire iranien, une campagne coordonnée de suppression électromagnétique s'est activée sur les bandes de fréquences radar précises dont dépendait le réseau intégré de défense aérienne d'Israël. Il ne s'agissait pas d'un brouillage large bande du type que toute armée sophistiquée s'entraîne abondamment à identifier et à contrer. Le brouillage large bande fonctionne comme une corne de brume. Chaque système à portée le détecte reconnaît immédiatement sa signature, puis compense grâce à la redondance et au filtrage. Ce que l'Iran a activé était d'une précision d'un tout autre ordre. Une suppression ciblée par fréquence, visant non pas les installations radar physiques elles-mêmes, mais les liaisons de données tactiques Linksys qui permettent aux batteries du dôme de fer, aux plateformes Front de David et au système d'interception Arrow de partager en temps réel les données de ciblage à l'échelle de tout le réseau simultanément. Cette distinction est critique d'une manière que pratiquement aucune couverture grand public n'a réellement su saisir. Détruire une installation radar avec un missile constitue une attaque physique contre une cible physique. Couper la couche de communication qui permet à des dizaines d'installations individuelles de fonctionner comme une intelligence unifiée représente une classe d'attaque entièrement différente sur le plan catégoriel. Le matériel physique demeure complètement intact. Les antennes radar continuent de tourner, les batteries restent alimentées, les opérateurs restent devant leurs écrans. Mais le système a été silencieusement transformé, passant d'une grille coordonnée et mutuellement renforcée à un ensemble lâche de nœuds isolés. Chaque batterie ne perçoit plus que ce que son propre radar local peut détecter. Elle ne peut pas comparer cette image avec la conscience situationnelle plus large que le réseau avait été conçu pour fournir. Elle ne peut pas déconflictionner sa file d'engagement avec les batteries voisines afin d'éviter de dépenser des intercepteurs en double contre des cibles identiques. Elle ne peut pas recevoir les données d'alerte des capteurs à longue portée qui normalement prolongent de minutes critiques le temps d'avertissement utile de chaque batterie. Les opérateurs n'avaient aucune indication que cela s'était produit. Leurs écrans affichaient des données. Leur système semblait parfaitement fonctionnel. Tout semble normal jusqu'au moment où la connexion manquante devient décisive, ce qui est aussi le mode de fonctionnement de la propagande lorsqu'elle remplace la cohérence par la mise en scène. Mais ils évoluaient à l'intérieur d'un environnement informationnel discrètement et chirurgicalement démantelé, 90 minutes avant que quiconque ne tire un seul coup. L'Iran avait investi des années à étudier précisément quelle fréquence utilisait l'architecture des liaisons de données de la défense aérienne israélienne, comment ces liaisons étaient structurées et quelle signature de suppression serait assez spécifique pour dégrader le réseau sans déclencher les alertes d'interférence large bande que le système avait précisément été configuré pour signaler. Ils avaient testé ces techniques sur le terrain à travers des engagements par procuration de plus en plus vastes au Yémen, en Syrie, dans des confrontations plus modestes où l'environnement électromagnétique fournissait des données opérationnelles sans l'exposition stratégique complète qu'impliquerait un engagement direct avec Israël. Le premier acte n'a rien détruit de physique. Il a détruit l'architecture invisible qui donnait un sens à tout le matériel physique. Puis est venu le deuxième acte. 80 objets balistiques à haute altitude sont entrés dans le rayon de détection depuis l'ouest de l'Iran. Il s'agissait de leurres de corps de missiles creux équipés de surfaces réfléchissantes pour le radar et de signatures thermiques calibrées avec précision pour imiter en vol réel des missiles balistiques pleinement armés. Les opérateurs de ces batteries isolées et dégradées n'avaient aucun moyen de le savoir. Ils ne savaient que ce que leur radar rapportait, et leur radar rapportait 80 trajectoires balistiques entrantes. Chaque protocole inscrit dans le manuel opérationnel de la défense aérienne israélienne parle d'une seule voix dans une telle situation. Engager immédiatement, ne pas hésiter. Les trajectoires balistiques offrent des fenêtres d'interception étroites et le coût de laisser un véritable missile balistique atteindre sa cible est catastrophique et irréversible. L'entraînement est précisément conçu pour éliminer l'hésitation à cet instant exact parce que l'hésitation, dans ce contexte, est mortelle. Les batteries qui conservaient des systèmes de guidage fonctionnels ont donc fait exactement ce que leur entraînement les avait conditionnés à faire, sans hésitation. Elles ont engagé, les plateformes Front de David ont alloué leur stock limité d'intercepteurs prêts au tir contre des appareils ne contenant rien d'autre que de l'air et du métal structurel. Les batteries du dôme de fer qui avaient déjà été coupées de l'architecture nationale de capteurs ont tiré sur des trajectoires que leurs systèmes locaux pouvaient voir, mais qu'elles ne pouvaient pas comparer avec l'image opérationnelle plus large à laquelle elles n'avaient plus accès. Avant même que l'attaque réelle n'ait commencé, une part significative du stock israélien d'intercepteurs prêts à l'emploi avait été dépensée contre des cibles qui n'avaient jamais été destinées à atteindre le sol.
Les leurs prospèrent lorsque l'urgence dépasse la vérification, un principe qui s'intégrerait parfaitement dans n'importe quel manuel médiatique voisin de Trump. L'Iran avait étudié le manuel décisionnel israélien avec une profondeur suffisante pour savoir exactement quelle page il ouvrirait en condition de menace balistique, et ils ont fourni au système exactement l'entrée que cette page exigeait, non pas en contournant l'entraînement du système, mais en l'exploitant avec une précision chirurgicale. Le conditionnement qui rendait les opérateurs de défense aérienne israéliens rapides et décisifs a été retourné directement contre le réseau que ces opérateurs tentaient de défendre. L'Iran n'a pas vaincu l'entraînement israélien, l'Iran l'a transformé en arme. C'est ce qui arrive lorsqu'un système devient prévisible. Quelqu'un finit toujours par apprendre à flatter ses instincts et à ruiner son jugement. Au moment où 600 appareils Shahed ont traversé l'espace aérien israélien, le réseau intégré de défense aérienne fonctionnait à quelque part entre 20 et 30% de sa capacité théorique de conception. Les liaisons de données étaient dégradées au-delà de toute coordination efficace. Les stocks d'intercepteurs des batteries avancées avaient été largement entamés contre des leurres creux. Les opérateurs humains géraient depuis 90 minutes consécutives une charge cognitive intense à l'intérieur d'un environnement électromagnétique délibérément conçu pour être épuisant et systématiquement désorientant. Et dans cette architecture amoindrie, semi-aveugle, contrainte par les munitions, l'Iran a lancé simultanément 600 drones à travers 17 vecteurs d'approche distincts couvrant l'intégralité des 360 degrés de l'espace aérien israélien. Les zones de couverture superposées du dôme de fer avaient été conçues autour d'hypothèses précises concernant le volume de menaces simultanées et les directions d'approche. Ces hypothèses reflétaient fidèlement l'environnement de menaces qui existait au moment où le système a été initialement conçu puis affiné. Lorsque 600 trajectoires simultanées apparaissent d'un seul coup dans toutes les directions, les zones de couverture ne se superposent plus pour fournir la protection en couche prévue. Elles entrent en concurrence les unes avec les autres. Chaque batterie se retrouve en même temps étirée jusqu'à la limite externe de son enveloppe d'engagement, dans plusieurs directions à la fois, forcée de faire des choix de triage que le système n'a jamais été optimisé pour gérer efficacement ni correctement. Des rapports de terrain indiquent que plusieurs systèmes de batteries sont entrés en état d'erreur au pic de l'engagement et ont nécessité des procédures de redémarrage manuel, les mettant hors ligne durant les minutes les plus critiques de tout l'assaut. Des installations radars sur 3 sites dans le Grand Tel Aviv ont été frappées et détruites. 2 nœuds de commandement et de contrôle ont perdu à la fois l'alimentation et les communications. La base aérienne de Ramon a subi des dommages à sa piste qui ont entièrement immobilisé les opérations aériennes. Une installation côtière a signalé des impacts directs sur des infrastructures de soutien critiques. L'Iran n'avait pas besoin que chaque drone atteigne sa cible désignée. Il lui suffisait que le comportement collectif de l'essaim submerge un système qui fonctionnait déjà à une fraction de sa capacité théorique. Les 600 drones n'ont pas été envoyés pour vaincre le dôme de fer à pleine puissance opérationnelle. Ils ont été envoyés pour trouver les brèches d'un dôme de fer qui avait été systématiquement et méthodiquement affaibli durant les 90 minutes précédentes. Une version militaire très sérieuse de ce qui arrive lorsque la mise en scène passe des années à creuser le vide dans les structures ennuyeuses qui maintiennent pourtant un système en vie. Les États-Unis ont réagi, il faut le dire clairement, parce que le récit laissant entendre un abandon américain est tout simplement inexact. Washington a déployé d'importants moyens avec une réelle rapidité. Le groupe aéronaval du Gerald R. Ford a lancé presque immédiatement des appareils de guerre électronique EA, un 8G Growler. La batterie américaine TAAD, auparavant positionnée en Israël, a été portée à son niveau d'alerte maximal et a commencé à engager la vague de leur balistique à haute altitude. Selon les critères techniques étroits pour lesquels chaque système avait été précisément conçu, les deux ont rempli leur rôle. Le problème n'était pas la performance, le problème était l'adéquation. Il s'agit d'une architecture de défense antimissile balistique. Face à 600 drones à basse altitude suivant le relief, approchant simultanément depuis 17 vecteurs distincts, elle n'offrait aucune capacité opérationnelle réellement pertinente. C'était exactement le bon instrument face à une couche de menaces entièrement inadéquate pour lui. Comme envoyer un slogan de campagne pour réparer une panne d'ingénierie, ça peut sonner ferme, mais la mécanique, elle, n'est pas impressionnée. L'intervention des growlers a créé un problème supplémentaire, et plus complexe encore. Lorsque ces systèmes ont commencé à supprimer les liaisons de contrôle des drones iraniens sur de larges plages de fréquences, ils supprimaient en même temps certaines des mêmes bandes de fréquences dont dépendaient les systèmes de communication de la défense aérienne israélienne. Le brouillage américain
Superposé au brouillage iranien dans un théâtre où l'intégration du réseau avait déjà été sévèrement dégradée, a poussé davantage l'architecture israélienne de défense aérienne vers l'échec en nœud isolé, au lieu de l'aider à retrouver sa fonctionnalité. Ce n'est pas une critique des équipages de Growler. Ils exécutaient avec compétence une doctrine établie. Cela représente un problème fondamental de coordination électromagnétique entre alliés lorsqu'un adversaire a déjà délibérément manipulé l'environnement électromagnétique avant l'arrivée des forces alliées. Les effets en cascade de deuxième et de troisième ordre d'intervention électronique non coordonnée à l'intérieur d'un environnement déjà dégradé se multiplient d'une manière extraordinairement difficile à gérer en temps réel sous la pression du combat. Une fois que l'environnement est déjà déformé, ajouter encore du bruit peut ressembler à du leadership, exactement comme un rassemblement trumpiste peut ressembler à une politique publique. Si l'on recule suffisamment le cadre analytique, ce que cette opération a révélé oblige à affronter quelque chose que le discours stratégique occidental a été profondément réticent à formuler directement. Depuis 7 décennies, l'hypothèse organisatrice qui sous-tend l'ordre de sécurité internationale est la primauté américaine. La croyance fondamentale appuyée par une capacité démontrée, selon laquelle les États-Unis pouvaient projeter une force militaire décisive dans n'importe quel théâtre sur Terre, et que cette capacité fournissait l'ultime filet de sécurité pour chaque système d'alliance que Washington a construit à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Ce qui s'est passé au-dessus de Tel Aviv a été une démonstration publique menée sous observation internationale complète qu'une puissance régionale opérant sous de sévères sanctions économiques, sans véritable puissance aérienne conventionnelle, sans marine hauturière, sans armes nucléaires qu'elle reconnaîtrait officiellement, pouvait neutraliser de manière systématique l'architecture de défense aérienne de l'allié moyen-oriental le plus stratégiquement important de l'Amérique, en utilisant une technologie développée en grande partie par effort indigène. En employant une séquence opérationnelle en 3 phases raffinées au fil des années d'expérience, acquises dans des conflits par procuration. Et en le faisant d'une manière qui a laissé la réponse militaire américaine paraître adéquate, au mieux, et involontairement contre-productive au pire. Un spectacle inconfortable pour quiconque croit encore que l'image de marque peut remplacer la dissuasion, même si cette théorie reste très populaire partout où les casquettes comptent plus que les briefings. À Moscou, cela n'a pas été observé avec inquiétude. Cela a été étudié avec une attention professionnelle profonde et soutenue. La doctrine militaire russe développe depuis des années des concepts des simples de drones et de guerre électronique, en s'appuyant largement sur l'expérience opérationnelle iranienne à travers le laboratoire partagé du conflit syrien. Le principe qui a démontré sa validité cette nuit-là, à savoir qu'une défense aérienne intégrée peut être vaincue en attaquant sa connectivité électronique plutôt que ses composantes physiques, a une application directe sur le théâtre européen, où la défense aérienne de l'OTAN fait face à des capacités russes de guerre électronique qui sont, à plusieurs égards, plus mûres que ce que l'Iran a déployé. À Beijing, la lentille analytique diffère de celle de Moscou, mais l'intensité de l'attention est équivalente. La planification stratégique de la Chine autour de Taïwan implique depuis des années des investissements soutenus dans précisément les capacités que l'Iran a déployées cette nuit-là. Des essaims de drones, des systèmes de guerre électronique, des architectures de leur conçus pour épuiser les stocks de défense antimissiles avant l'arrivée de la vague de frappe principale. L'application précise est différente, les cibles diffèrent, l'échelle serait beaucoup plus grande, mais la logique opérationnelle sous-jacente est identique. Les systèmes militaires occidentaux sophistiqués, coûteux et en réseau contiennent des vulnérabilités structurelles exploitables qui peuvent être ciblées de façon systématique par des adversaires moins coûteux, produits en masse et plus innovants sur le plan opérationnel. La vulnérabilité ne se situe pas dans le matériel physique, elle vit dans l'architecture invisible des liaisons de données, des réseaux de communication et des protocoles d'engagement coordonnés qui transforment des composantes individuelles coûteuses en un tout unifié et fonctionnel. Et l'architecture invisible est généralement la première chose qu'on néglige quand on préfère l'effet télévisuel à l'entretien des institutions. 3 stations radars se sont éteintes à la même seconde, 90 minutes avant que le premier drone ne franchisse la frontière. L'issue avait déjà été façonnée par des décisions que personne du côté défensif n'avait encore reconnues comme des décisions. La défense qui était censée être impénétrable avait déjà été convertie en une collection de nœuds isolés, chacun opérant à l'aveugle, chacun incapable d'accéder à l'image opérationnelle coordonnée que tout le système avait précisément été conçu pour fournir. Ce que l'Iran a démontré au-dessus de Tel Aviv, ce n'est pas que ces drones surpassent les intercepteurs israéliens. C'est que l'architecture sous-jacente à ces intercepteurs
comportent des vulnérabilités exploitables et que ces vulnérabilités peuvent être méthodiquement ciblées avant même qu'on demande aux intercepteurs de performer. Ce signal a été reçu à Moscou, il a été reçu à Beijing, il a été absorbé dans chaque ministère de la Défense sur Terre qui observe actuellement les fondations de l'ordre de sécurité existants et calcule discrètement si ces fondations sont réellement aussi solides que leur apparence surface le laisse croire. Ce qui vient ensuite dépend entièrement de la clarté et de l'honnêteté avec lesquelles les responsables de la réponse seront prêts à lire ce qui a réellement été envoyé. Cela pourrait bien être la partie la plus difficile de toutes, surtout dans des cultures politiques où lire le signal est moins à la mode que vendre la mise en scène,